Aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est plutôt à s'intéresser où va prendre racine la dépendance ukrainienne vis-à-vis du gaz russe. La première dépendance, elle est structurelle. Il faut bien mettre en avant que l'économie russe et ukrainienne sont intrinsèquement liées après la chute de l'URSS et qu'en fait, avant 1991, elles font partie d'une même économie globale. On voit l'apparition de grands gazoducs qui connectent le gaz russe au reste des pays consommateurs, mais aussi en une très faible quantité, on y reviendra plus tard, le gaz ukrainien. En fait, les trois principaux gazoducs qui traversent l'Ukraine sont Yamal Europe, Brastvo, aussi appelé Fraternité, et Soyouz. Soyouz qui par ailleurs, pour montrer qu'il y a cet acheminement ukrainien, prend ses sources de gaz naturel dans le sud de l'Oural, mais ça c'est anecdotique. En fait, cette première dépendance structurelle, elle se traduit principalement juste par des infrastructures présentes sur le territoire et aussi des dépendances dans la matière et dans le secteur du gaz pour ce qui est la construction de nouveaux gazoducs ou leur entretien avec des usines tantôt russes, tantôt ukrainiennes. L'autre dépendance clé aussi, après la structurelle, ça va être la dépendance économique de l'Ukraine. En fait, dans les années 1990, de par la proximité linguistique, culturelle, mais aussi industrielle entre les deux nouvelles puissances, eh bien, on va avoir une arrivée massive du capital russe dans l'économie ukrainienne. Ils vont investir dans les secteurs clés, dont le gaz. Cette arrivée des capitaux russes, elle va précéder la mise en place d'un grand capital ukrainien. Il va donc y avoir une domination économique de la Russie. Il faut aussi préciser qu'après la chute de l'URSS en 1991, l'Ukraine va traverser de graves crises économiques et une forte récession dans son économie. Contrairement aux autres territoire d'ex-URSS, on peut dire que l'Ukraine n'avait pas assez de pétrole ou assez de gaz pour financer ses réformes. Cela s'est traduit dans les faits tout simplement par une diminution de moitié de son PIB entre 1990 et 1999. Après, ça va repartir, mais là encore, ça traduit une dépendance à la Russie. Il y a donc dépendance structurelle et économique. Et enfin, ce qui va permettre encore d'asseoir pour la Russie sa domination, c'est le fait que l'Ukraine sous-exploite énormément son potentiel en ressources de gaz. Il faut savoir que derrière la Norvège, l'Ukraine est le deuxième pays ayant la plus grande ressource de gaz naturel dans son territoire. Que le problème se pose et est de taille, il ne l'exploite pas ou le sous-exploite énormément. L'Ukraine ne possède que 2 centres d'exploitation, à Yuzivka et Oleska. Il y a une carte juste là pour vous le montrer. Si on veut faire un bref résumé de la situation de la filière du gaz en Ukraine, il y a une dépendance structurelle puisqu'elle hérite de 3 gazoducs russes la traversant et d'à peu près 38 600 km de gazoducs au global sur son territoire. Une dépendance économique avec la présence de capitaux russes dans toutes les branches de la filière du gaz. Et enfin, une dépendance liée plutôt à une sous-exploitation, une mauvaise exploitation de ses ressources gazières. Dans une optique d'émancipation, l'Ukraine va adopter la politique de guerre commerciale à l'égal de la Russie pour pouvoir être autonome. Et donc, ce qui va vouloir être le moteur d'une émancipation, c'est surtout que l'Ukraine récupère l'ensemble du réseau présent sur son territoire. Elle se l'approprie et va créer à Kiev Urk Gazprom, qui a pour objectif de centraliser les paiements pour le gaz dans une seule entreprise, une seule entité, cette fois-ci ukrainienne, qui après devait ensuite payer Gazprom. En réponse à cela, eh bien, la Russie va couper toute exportation de gaz entre octobre 1992 et février 1993 pour faire pression sur les Ukrainiens afin qu'ils revoient ce nouveau système et soit l'adaptent pour les intérêts russes, soit le suppriment définitivement. Le reste des Européens, eux, se plaignent car cette interruption de l'export de gaz, eh bien, ça a des répercussions sur les clients. En fait, les clients européens, ce sont principalement les grandes firmes étatiques, que ce soit Gaz de France, Ruhrgaz, etc. Et en gros, dès 1990 et cette première guerre commerciale, eh bien, ils vont s'empresser d'ouvrir des bureaux à Kiev pour convaincre les Ukrainiens de mettre un terme à cette situation en trouvant un accord avec la Russie. Ce qui ressort de cet événement, eh bien, c'est que ces crises ont un schéma répétitif qui va d'ailleurs se traduire dans les crises de 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009. On peut résumer très simplement. En fait, il y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie, que ce soit pour des questions de paiement, pour des questions de coûts d'achat, etc. Ce conflit entraîne une interruption de la Russie de tout export de gaz en Ukraine, qui entraîne des répercussions sur les autres clients européens, les entreprises étatiques, françaises, anglaises, allemandes, etc. Et donc ces entreprises-là font pression à l'Ukraine pour qu'elle trouve un accord au plus vite avec la Russie.
Tous ces conflits mettent en avant une chose très simple, une rivalité existentielle qu'on commence maintenant à bien cerner au fil de cette vidéo, entre la Russie et l'Ukraine, mais surtout que l'Europe ne sera jamais un allié de l'émancipation ukrainienne par le gaz. En fait, les intérêts personnels de chaque pays primeront toujours sur une volonté d'autonomie ukrainienne. Pourtant, du côté ukrainien, réduire la dépendance à l'égard du gaz russe, c'est une prérogative majeure, et ce depuis le début des années 2000. Leonid Kravchuk, premier président de l'Ukraine après son indépendance, disait que la Russie est le problème clé de l'Ukraine. Le Kremlin n'accepte pas l'indépendance ukrainienne s'il n'y a pas une compatibilité avec ses intérêts personnels. On entre dans un nouveau type de relation, on ne parle plus de domination ouverte, mais de rapports et de relations exclusives entre grandes puissances mondiales. La Russie, de son côté, en menant une politique de réutilisation des ex-territoires de l'URSS pour développer un réseau mondial et omniprésent dans le secteur du gaz russe, ressort vainqueur de cette situation puisque ses infrastructures ont fait d'elle un géant du gaz. Elle apparaît désormais comme le plus grand producteur mondial de gaz, le plus grand exportateur, et donc cette puissance dans ce secteur lui donne une influence considérable dans les relations internationales. La renaissance de la Russie comme puissance internationale par l'hégémonie dans le secteur du gaz, c'était et s'est avéré incompatible avec l'existence d'une Ukraine libre et indépendante. Bon, petite conclusion dans des conditions un peu spéciales. L'histoire et l'étude aux origines de cette dépendance ukrainienne vis-à-vis de la Russie concernant le gaz, elle met en avant pourquoi le gaz est un secteur clé. Cela s'est traduit dans les faits par Volodymyr Zelensky qui a exhorté à de nombreuses reprises l'Europe à étendre ses sanctions économiques sur le gaz russe et à arrêter de se fournir auprès de Moscou. Pour l'heure, il n'y a pas réellement de volonté européenne à stopper cela. Et alors, toute la beauté de l'histoire, la pertinence de cette vidéo d'ailleurs, c'est qu'on se retrouve dans des situations similaires aux années 1990 avec les guerres commerciales de 92-93, mais même plus récemment celle de 2005 à 2009. On a une guerre entre Russie et Ukraine qui fait ressortir cet enjeu du gaz